Merci beaucoup Archid, merci à tous les organisateurs du congrès pour cette invitation, messieurs, dames les modérateurs. Je suis très très heureux d'être avec vous. Je vais évoquer donc la viabilité post-infarctus. Et donc avec Archid, on a tendance à évoquer ce qu'il reste de la viabilité. Vous allez comprendre que c'est un concept qui est très discuté en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il est discuté? D'abord, c'est un concept fragile qui met plusieurs réalités physiopathologiques en parallèle, qui sont évaluées de façon différente avec des examens différents. Donc ça va être pour certains, par exemple en échographie, l'absence de contractilité de la zone, pour d'autres, par exemple en IRM, la séquelle fibreuse et amincie, ou pour le PET scan, l'absence d'activité métabolique. Donc du point de vue de la définition même, on n'a pas une entité physiopathologique unique. Alors il y a eu un premier pavé dans la mare avec l'étude Stitch dont vous avez bien sûr entendu parler, qui regroupait un peu plus de 1000 patients avec une dysfonction ventriculaire gauche avec une fraction d'éjection aux alentours de 35%. Et dans Stitch, on se proposait de faire de la revascularisation chirurgicale par pontage. Et vous voyez que c'est pour nous autres imageurs quand même une grosse déception, puisque qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de viabilité, finalement la revascularisation par pontage avait le même effet dans les deux groupes, avec cependant quand même un effet bénéfique supérieur chez les gens qui ont de la viabilité, comme on le voit ici, que chez les gens qui n'ont pas de viabilité. Mais malgré tout, le fait de chercher une viabilité en échographie ne changeait pas le pronostic des patients. Alors on a beaucoup critiqué cette étude après le petit pavé dans la mare, c'est la grosse brique, et c'est cette étude Revived qui a été publiée dans le New England l'année dernière, qui est cette fois-ci une étude d'angioplastie avec 700 patients, là encore des fractions d'éjection altérées à moins de 35%, des patients très coronariens, et qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de viabilité, il n'y a pas de différence sur le critère primaire, donc décès de toute cause ou insuffisance cardiaque, et pas non plus, et ça c'est encore plus surprenant, de changement dans la fraction d'éjection sur le suivi évolutif de cette cohorte. Donc finalement, encore quelque chose de très décevant pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez ici une méta-analyse finalement qui reprend les deux essais dont je vous ai parlé, c'est-à-dire Stitch et Revived, et qui rajoute un essai de PET scan et finalement un dernier. Et finalement, dans cette méta-analyse, on montre bien qu'il n'y a pas d'intérêt finalement pronostique sur la fraction d'éjection ou sur les événements de la recherche de la viabilité myocardique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça laisse quand même beaucoup de questions en suspens. Doit-on arrêter de rechercher de la viabilité? Doit-on revasculariser coûte que coûte? Est-ce que le concept existe vraiment? Ou est-ce qu'il faut améliorer l'évaluation? Et si oui, par quelle technique? Les études sont-elles fiables? Bon, ça c'est une question un peu éternelle. La revascularisation est-elle toujours optimale? Ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une viabilité qu'on a la capacité forcément de revasculariser le vaisseau qui est en regard. Et puis, est-ce qu'on a éliminé toutes les autres causes de dysfonction ventriculaire gauche, et en particulier la désynchronisation induite par les troubles conductifs et le bloc gauche, une part rythmique sur une fibrillation atriale rapide ou d'autres problèmes de ce type-là. Donc, bon, vous avez compris que moi, je pense qu'il faut affiner la technique, et je vais essayer de vous montrer comment rapidement on va passer certaines diapos. Nous, en échographie cardiaque, puisque c'est de ça dont je vais vous parler, on a des armes qui sont assez simples, qui sont la contractilité, l'épaisseur de la paroi et la réactivité sous 2-butamine. Alors, il y a des situations qui sont assez simples. Je vais vous montrer des exemples. Vous voyez ici un patient qui a fait un infarctus. C'est de l'échographie de contraste et on constate qu'il n'y a déjà quasiment pas de séquelles. Il y a peut-être une hypokinésie septoapicale, mais qui reste très limitée. Et quand on regarde en échographie de perfusion, en s'intéressant cette fois-ci aux bulles à l'intérieur du myocarde, on voit qu'il y a un retard minime. Donc d'emblée, avant même d'injecter de la dobutamine, on a une paroi qui n'est pas amincie, qui est vascularisée et qui se contracte. Donc on a une très forte probabilité de viabilité chez ce patient-là, avant même d'attaquer l'examen par dobutamine. En IRM, ici, vous voyez le même patient
un rehaussement tardif très limité au segment apical et au tiers apical de la paroi inférieure, avec une conclusion qui disait un segment ou 2 segments non viables. Et là, c'est tout le problème. Quand on regarde la coronarographie de ce même patient, vous voyez que c'est une occlusion très proximale de l'interventriculaire antérieur, ce qui veut dire que la zone cible qui aurait été la zone infarcie s'il n'y avait aucune viabilité est énorme. Donc on a bien une très large viabilité. Pourtant, si on ne réfléchit qu'en transmuralité, c'est-à-dire en épaisseur de la cicatrice, on peut répondre que la séquelle est transmurale et dire que c'est non viable. Et donc, potentiellement, se tromper. VA est bien perméable. Et ici, vous voyez la sténose très serrée ou occlusion très courte de l'interventriculaire antérieur, cette fois proximale. Si on s'intéresse à l'échographie de contraste, on va cette fois-ci regarder les bulles à l'intérieur du myocarde et vous voyez qu'il n'y a absolument pas de perfusion myocardique dans la zone septoapicale et dans la zone apicale. Au-delà même de l'absence de perfusion, qui signifie qu'il n'y a pas de vaisseau, s'il n'y a pas de vaisseau, c'est qu'il n'y a pas de viabilité, eh ben, on va pouvoir, en s'intéressant d'un peu plus près, constater qu'il y a une zone d'épaisseur anormalement conservée, vous voyez au-delà de 6 mm, dans la zone complètement nécrotique et complètement vide de vaisseaux, et que cette zone correspond vraisemblablement à un thrombus. Et vous voyez ici l'IRM correspondante, où on voit bien une séquelle transmurale, sans viabilité, avec un thrombus apical qui moule la paroi et qui est responsable de cette épaisseur qu'on aurait pu considérer comme un signe de viabilité alors qu'il n'y en avait pas. Un autre cas chez une patiente de 74 ans qui à nouveau vient pour un infarctus vu tardivement, vous voyez, avec un électrocardiogramme typique de ces infarctus vus tardivement et une subocclusion très calcifiée d'une bifurcation IVA diagonale. Voilà l'imagerie bidimensionnelle. Vous voyez une large zone akinétique avec une épaisseur de paroi conservée. Et ça, c'est tout à fait inhabituel. Maintenant, c'est un infarctus semi-récent, on peut se dire que la paroi n'a peut-être pas encore eu le temps de s'amincir. Après injection de produit de contraste, on voit que la zone est complètement akinétique quand on utilise les réglages qui servent uniquement à l'évaluation de la cinétique segmentaire. Et quand on regarde ensuite l'imagerie de perfusion, si j'arrive à faire tourner la boucle, excusez-moi, hop. C'est pas grave, je vais vous montrer sur la diapositive suivante. Il n'y a absolument aucune perfusion dans la zone septoapicale et apicale, et l'épaisseur anormalement conservée, finalement, correspond bien, là encore, à un thrombus. Un dernier cas, c'est un infarctus antérieur vu tardivement, avec une fraction d'éjection à 55%, une subocclusion de l'IVA proximale. Vous voyez ici le flux coronaire qui est très timide et ce patient va donc avoir une évaluation de viabilité sous dobutamine. Au cours de l'évaluation sous dobutamine, on peut s'intéresser à la vélocité dans l'IVA et vous voyez que, alors je ne sais pas si vous voyez, moi je ne vois pas très bien, mais en tout cas, pendant le test, la vitesse dans l'interventriculaire antérieur ne va pas du tout augmenter et donc une réserve coronaire très altérée qui correspond bien à l'image de coronarographie qu'on a vue tout à l'heure avec l'absence de capacité de l'IVA d'augmenter son débit à l'effort. Ici, vous avez la dobutamine, donc ici c'est la base. Ici, ce sont les faibles doses, et donc vous pouvez voir qu'il y a quand même une belle amélioration de la cinétique apicale pour les faibles doses, suivie secondairement d'une large dégradation septoapicale. Et donc, c'est une réponse biphasique, viabilité ischémie, très en faveur d'une récupération, au moins partielle, après revascularisation. Si on regarde la perfusion myocardique de repos, le retard de perfusion est très limité en septoapicale. Si on regarde la perfusion myocardique à l'effort, vous voyez qu'il y a quasiment la moitié apicale du ventricule gauche qui reste privée de perfusion myocardique. Ainsi donc, on va pouvoir comparer la zone non perfusée au repos et la zone cible, c'est-à-dire celle qui aurait été
impacté si l'infarctus avait été complet. Et en faisant le rapport entre les deux, on peut assez facilement imaginer le bénéfice que tirerait le patient de la revascularisation. Et je pense, en complément avec l'IRM dont va vous parler Archid tout à l'heure, que ça peut être une voie très intéressante pour affiner un petit peu l'évaluation de la viabilité. Ce patient va bénéficier bien sûr d'une angioplastie avec une très bonne récupération, à la fois en termes de fonction ventriculaire gauche, mais également sur la déformation longitudinale globale. Le dernier cas, très rapidement, c'est également un patient de 75 ans qui a une douleur thoracique prolongée avec un infarctus antérieur et une occlusion de l'IVA, mais malheureusement avec une très faible reprise et pas de lit d'aval visualisé à la coronarographie. Pourtant, quand on regarde son échographie, ah, ça ne tourne point, dommage, tout avait marché jusque-là. Oui, voilà. Vous voyez, la séquelle est toute petite, y compris après perfusion. Quand on regarde la viabilité sous dobutamine, on a une normalisation complète sous faible dose de la cinétique pariétale et on a une réponse biphasique avec une ischémie sous dobutamine. Malheureusement, ce patient ne sera pas revascularisé parce qu'il n'a pas de lit d'aval correct, accessible pour l'angioplastie ou pour les pontages. Et donc, ça fait partie de ces patients qui, dans les études, ne bénéficient pas d'une recherche de viabilité parce qu'on n'a pas pu revasculariser le vaisseau qui est en regard de l'infarctus. Alors, d'ores et déjà, sur ce papier, vous voyez, de l'American Heart Journal, on propose d'autres, alors c'est des propositions pour l'instant, d'autres arbres diagnostiques de viabilité, puisque manifestement, ce qu'on faisait jusque-là ne permet pas vraiment d'améliorer les choses. On met en avant le PET scan, qui est finalement assez peu disponible dans la recherche de viabilité, en tout cas en cardio, et bien sûr l'IRM, dont va nous parler Archid, et j'espère moi qu'il y a une place encore dans l'échographie de butamine avec peut-être l'analyse de la perfusion myocardique. En conclusion, le concept d'amélioration de la fraction d'éjection après revascularisation, c'est-à-dire le concept de la viabilité est fragile parce qu'il est hétérogène et parce que dans les études, on ne prend pas forcément toujours en compte les autres causes de dysfonction ventriculaire gauche que sont la désynchronisation, la fibrose diffuse qui va au-delà de la zone d'infarctus, dont Archid nous parlera peut-être, l'inflammation, l'œdème, le sepsis, bref, tout un tas de causes de dysfonction ventriculaire gauche qui ne vont pas forcément être améliorées par la revascularisation. Il faut ensuite qu'il y ait une adéquation entre les zones viables et les vaisseaux revascularisables. C'est beau d'avoir une nécrose antérieure viable, mais s'il n'y a pas de lit d'aval sur le vaisseau de l'IVA, finalement on ne va pas en avoir de bénéfice. En dobutamine, il faut certainement utiliser les faibles doses, mais moi je pense qu'il faut aller jusqu'aux fortes doses pour induire une réponse biphasique, parce qu'on sait que la spécificité de la réponse biphasique est meilleure en termes de prédiction de récupération de la fraction ventriculaire gauche. Il faut bien sûr utiliser le wall motion, la cinétique segmentaire, et je pense qu'il faut utiliser la perfusion myocardique qui apporte des renseignements supplémentaires. Et c'est surtout très intéressant, et c'est ce qu'on fait dans notre pratique quotidienne, de confronter avec l'IRM et la coronarographie cette zone cible, la zone réellement non viable, et voir si le coronarographiste ou le chirurgien peut effectivement revasculariser dans cette zone pour qu'on ait la possibilité d'avoir enfin le bénéfice escompté de la recherche de viabilité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.